Donc voilà, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième atelier du numérique. Je vous ai parlé la semaine passée du projet Interreg, donc ce projet européen qui a permis de mettre en place cette formation, donc un projet qui vise à soutenir la filière pierre bleue. Et je vous ai également parlé du pôle de la pierre. Vous avez pu voir il y a quelques minutes des images de la scierie du pôle de la pierre. C'est ici que se forment d'habitude les apprenants. Pour le moment, c'est vide et aujourd'hui, c'est ici qu'on organise cette formation aux techniques de relevé numérique. Alors, ce deuxième atelier sera consacré à la photogrammétrie. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine passée, on a vu les différentes techniques de relevé numérique. On avait des techniques avec contact et sans contact. Ici, on est dans le cadre d'une technique de relevé sans contact. On avait des systèmes, notamment avec des ondes sonores ou des ondes lumineuses, des systèmes optiques. Ici, on est dans le cadre d'un système optique. Et on avait vu qu'il y avait encore deux grandes catégories qui étaient les systèmes actifs et les systèmes passifs. Les systèmes actifs étaient les techniques de relevé où on allait émettre un signal pour récupérer de la donnée. Ici, on est dans un système passif parce que l'appareil photo va juste capter, il n'émet aucun signal. Et alors, dans ces systèmes passifs, on a encore deux catégories. La catégorie où on va travailler à partir d'un point de vue, c'est pas fort utilisé, je pense, dans le patrimoine, où on travaille sur le focus de l'objectif pour en déduire des données tridimensionnelles. Ici, dans la photogrammétrie, on va vraiment prendre toute une série de prises de vue et par triangulation, on va pouvoir reconstituer un modèle. Donc c'est ça, on prend toute une série de photos et c'est en analysant le parallaxe obtenu entre ces différentes images à partir de différents points de vue qu'on va pouvoir reconstruire la 3D. Je vous montre ici une image qu'on a vue la fois passée, cette notion de parallaxe. C'est vraiment comme quand on met un bic devant ses yeux et qu'on ferme alternativement un œil et puis l'autre. C'est la vision par stéréoscopie. C'est ce qui nous permet de capter la profondeur. C'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour reconstituer en 3 dimensions un modèle 3D. Alors, le processus photogrammétrique, on l'avait rapidement abordé la semaine passée. On a vraiment différentes étapes de ce processus. La première, ça va être l'acquisition des données photographiques grâce à un appareil numérique. La deuxième phase, ça va être la calibration où on va traiter ces données numériques, on va traiter les photos. Le troisième, ça va être l'alignement, c'est-à-dire on va reconstituer le modèle 3D à partir de ces données photographiques. Ensuite, la construction, c'est comment on va créer une surface à partir de ces informations. Et enfin, tout le volet texture où on va appliquer la texture sur le modèle. Alors, c'est peut-être particulier, mais je ne vais pas commencer par le volet acquisition, parce que pour bien comprendre le volet acquisition, il faut vraiment comprendre les algorithmes de photogrammétrie qui sont mis en place. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'étape 3 et de l'étape 4. C'est important de comprendre comment ça se passe si on veut vraiment maîtriser et comprendre les enjeux au stade de l'acquisition et de la calibration. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête qu'on va, avec la photogrammétrie, reconstruire une scène en 3D à l'aide de projections 2 dimensions de cette scène, ce sont les photos. Et donc, tout se joue vraiment à ce stade-là. La qualité des photos est essentielle pour la qualité du processus de reconstruction. En fait, comment va fonctionner l'ordinateur quand on va envoyer une photo dans ce programme? En fait, c'est une succession d'algorithmes. Ce n'est pas toujours les mêmes algorithmes en fonction des programmes, mais la séquence est souvent la même. La première étape que va faire le programme de photogrammétrie, c'est qu'il va identifier des caractéristiques dans les images. C'est ce qu'on appelle des descripteurs. Et pour cela, l'objectif, c'est de pouvoir identifier des descripteurs qu'on va pouvoir comparer aux descripteurs des autres images pour réussir à créer des paires, des liens entre les images. Et ce système-là, c'est notamment ce que ici sur l'écran, on peut voir le nom d'un algorithme, le SIFT, le Scale Invariant Feature Transform, qui va permettre, on va faire des mises à l'échelle de l'image, on va faire des jeux de flou, des jeux de contraste
pour créer des descripteurs qui sont des éléments qui permettent de décrire l'image et qui permettent de la comparer aux autres photos. Et ça, c'est la première étape, c'est identifier ces différents descripteurs dans l'image. Ici, on voit l'exercice qui a été fait sur, sur une peinture. Ce système de SIFT n'est pas utilisé que dans la photogrammétrie. Il est utilisé dans tous les systèmes où on va chercher des correspondances entre différentes images. Notamment, quand vous faites une recherche sur Google Images, vous avez des autres images similaires qui sont proposées. Eh bien, ça fonctionne également, je ne sais pas si c'est l'algorithme SIFT, mais sur des algorithmes qui analysent ces descripteurs des photos. La deuxième étape, c'est en analysant les descripteurs qu'on a identifiés dans chacune des photos, on va essayer de retrouver des paires d'images dont la zone, la scène, qui regardent dans la même direction et donc qui partagent les mêmes descripteurs. La troisième étape, le programme va vraiment essayer là de faire un lien entre ces différents descripteurs dans l'espace et de voir où ils se situent dans l'image et faire un lien. Par la suite, sur base de tous ces points qu'il a identifiés, ces points communs qu'il a identifiés dans les différentes photos, le programme va recalculer la position de chacune des caméras. Et donc, il va déduire les relations géométriques qui existent entre ces différentes images. Et c'est ce qu'on appelle le structure from motion. Et c'est vraiment un algorithme. Ici, on voit un peu le principe. C'est par trigonométrie de ces différents points identifiés, on va pouvoir relocaliser chacune des prises de vue, donc chacune des positions du capteur, de la caméra, de l'appareil photo qui a été utilisé. Alors, à partir de cette position, l'idée ensuite va être de déterminer la profondeur de chaque pixel sur l'image. Et pour ça, on a de nouveau, là j'ai mis quelques noms d'algorithmes, block matching, semi-global matching, AdCensus, qui sont différents algorithmes qui vont permettre d'estimer la profondeur de chaque pixel et donc de reconstituer la volumétrie du modèle. Ici sur l'image, on voit tous ces points qui ont été identifiés et qui vont définir la forme de l'objet. Comme on l'a vu la semaine passée, l'étape suivante, c'est à partir de tous ces points qu'on a identifiés dans l'espace, on va essayer de reconstituer une surface. Et donc ici, de nouveau, on a différents algorithmes qui peuvent être appliqués au modèle. Ici, j'en ai noté deux. Je vous avais montré l'exemple du poisson surface reconstruction la semaine passée. Il y a aussi les triangulations de Delaunay. Et ici, on voit un peu le principe, c'est on va essayer de chercher les chemins les plus courts entre des points et trianguler l'ensemble de la surface pour reconstituer un volume fermé. Et c'est ensuite qu'on va avoir un traitement au niveau de la texture. Et là, on va voir qu'il y a deux solutions. Grâce aux informations qui sont reprises dans les images, on va pouvoir donner une couleur à chaque petit point ou alors donner une texture à chaque petit triangle. Et c'est vraiment là, vous voyez le résultat de la photogrammétrie et l'ensemble des photos qui sont positionnées et on va vraiment aller rechercher les informations de texture dans l'image pour les reprojeter sur le modèle. Donc voilà, j'espère qu'en voyant ces différents algorithmes, vous comprenez toute l'importance. On voit que finalement, la capture de l'image est essentielle. Toute la qualité de la photogrammétrie se joue à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'on récolte l'information. Et donc, l'objectif, ça va être vraiment de capturer des informations les plus justes possibles et les plus précises, afin, comme je vous l'ai déjà dit, de transformer ces projections ces multiples projections 2D que sont les photographies en un modèle 3D avec texture. Et donc, avant de faire avec vous l'exercice, je vais vous expliquer quelques points essentiels
dont il faut tenir compte au moment de l'acquisition. Et si, parce que vous pouvez tester aujourd'hui de la photogrammétrie avec votre smartphone, avec votre drone, avec un appareil photo, avec tout ce qui peut capturer des images, on va pouvoir faire de la photogrammétrie. Mais la qualité du modèle qu'on va obtenir va être fortement différent en fonction des capteurs utilisés. Si on regarde vraiment les recommandations pour la photogrammétrie, c'est d'utiliser un capteur full frame. Et donc un capteur full frame, imaginez un capteur solaire, eh bien, quand on a beaucoup de capteurs solaires sur une maison, on capte beaucoup d'énergie, eh bien, le capteur full frame, il est beaucoup plus grand que ce qu'on va pouvoir retrouver sur un téléphone. Ici, dans le bas de l'image, j'ai mis la taille d'un capteur full frame et vous pouvez comparer sa surface proportionnellement au capteur qu'on va retrouver dans un smartphone. Et donc aujourd'hui, on ne parle pas souvent en termes de taille de capteur, pourtant c'est essentiel. On parle beaucoup en mégapixels. Mais les mégapixels, finalement, c'est le nombre de petits carrés qu'on va avoir sur ce capteur. Et en fait, si on met des petits photociles, des petits capteurs, on va pouvoir en mettre beaucoup, même sur une petite surface. Si je compare par exemple le capteur, ici c'est un drone DJI Phantom 4 qui est très utilisé, on voit qu'on a un capteur qui fait 13 mm sur 8 mm avec 20 mégapixels. Et sur le capteur qu'on a sur un appareil hybride de type Lumix, on a un capteur qui est plus grand, mais pourtant, il va avoir moins de pixels. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des capteurs qui sont de plus grande taille. Et donc, souvent dans les images, si on capte mieux la lumière, on va avoir moins de bruit, moins de vibrations dans l'image. Mais cela n'empêche qu'avec tous ces capteurs, on peut faire de la photogrammétrie, mais la qualité du modèle 3D sera très différente. Une des notions essentielles, comme je vous l'ai dit, c'est de capturer le plus d'informations possible grâce à la prise de vue. Et donc, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir une très, très grande profondeur de champ. C'est quoi la profondeur de champ? C'est l'étendue de la zone nette dans la photo. Ici, j'ai fait l'exercice dans un programme de modélisation où là, j'ai fait un focus dans les deux cas sur le même objet, qui est l'objet dont on va faire l'exercice, avec lequel on va s'exercer à faire une reconstruction par photogrammétrie. Et ici, j'ai programmé pour qu'il y ait une grande profondeur de champ. On voit que les objets ici et les objets à l'avant-plan sont nets. Et donc, on va capter beaucoup d'informations. Dans ce cas-ci, j'ai une faible profondeur de champ et je vais avoir donc beaucoup de flou à l'avant-plan et à l'arrière-plan. En photogrammétrie, on va travailler sur, je l'ai mis en rouge, sur une profondeur de champ élevée. La profondeur de champ faible, c'est l'exemple, c'est un peu le portrait, la photo de mariage où on veut décrocher le sujet de son environnement. On va travailler sur ce flou. Nous, vu qu'on veut capter de l'information, on ne va vraiment pas jouer sur une faible profondeur de champ. Et donc, comment est-ce qu'on va augmenter cette profondeur de champ? C'est en ouvrant, ici vous avez le petit logo, on va avoir une faible ouverture du diaphragme de l'appareil photo. Ce qui est particulier, c'est qu'en photographie, une petite ouverture du diaphragme donne une valeur d'ouverture élevée. Si vous programmez votre appareil photo, vous allez devoir monter jusqu'à 7, 8, 9, 10, donc des valeurs d'ouverture élevées pour avoir cette petite ouverture. Vu qu'on a une petite ouverture, on a moins de lumière qui passe. Et donc, pour capter les informations, on va devoir mettre un temps d'exposition plus long. Ça veut dire que ce diaphragme va rester plus longtemps ouvert. Et vous allez voir que c'est un des gros enjeux. C'est pour ça qu'en photogrammétrie, l'utilisation d'un trépied est essentielle. A contrario, si on a une faible profondeur de champ, là on va ouvrir fortement le diaphragme de l'appareil photo. On va donc avoir une valeur d'ouverture qui est faible. On a plus de lumière qui passe. Ça veut dire que là, on va avoir des temps de pause qui sont plus courts. Donc, on est parfois tenté de jouer sur cette ouverture pour éviter le flou de mouvement, mais en fait, on va perdre sur la profondeur de champ. Donc, c'est essentiel si on veut faire des photogrammétries précises de travailler avec un trépied et une profondeur de champ qui est élevée. C'est un peu, je peux comprendre si vous n'avez pas l'habitude de faire de la photo, que c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à poser, je regarde s'il y a peut-être déjà
des questions? Non, toujours pas de questions. Un autre élément qui est essentiel, c'est que si vous faites une photogrammétrie en intérieur avec peu de lumière et que votre appareil photo est en prise de vue automatique, il va avoir tendance à augmenter la sensibilité ISO du capteur. Alors, à l'époque de l'argentique, pour ceux qui ont fait des photos avec de l'argentique, on pouvait choisir du 100, 200, 400. C'était des valeurs de sensibilité des pellicules qu'on utilisait. Donc, en fonction de la sensibilité de la pellicule, on allait utiliser telle ou telle pellicule en fonction de la quantité de lumière qu'on avait. Dans le cas de l'appareil numérique, le capteur capte de la lumière. Et en fait, le réglage ISO, c'est une amplification du signal. Donc, si on a peu de lumière, on va voir que l'appareil va avoir tendance à augmenter cette valeur ISO. Mais cette valeur ISO, c'est juste une amplification du signal du capteur. Ici, on voit deux images, une qui est prise avec un ISO 200 et l'autre un ISO 25600 à 40 mm et avec une focale à 7.1. On va voir ici que pour capter suffisamment de lumière, on a un temps de pause d'1 seconde, alors qu'ici, on est à 1/200 de seconde. Et donc, ici, la photo est prise avec un trépied. Sans trépied, avoir une image nette à 1 seconde, ce n'est pas possible. Je vois qu'il y a une petite question. Est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un flash ou augmenter le temps d'ouverture? On va le voir, on va en parler rapidement dans les équipements de photogrammétrie dans quelques instants. Et donc ici, pour certains, vous direz, il n'y a pas une grande différence, mais c'est quand on va aller voir de plus près l'image qu'on va voir toute la différence. Ici, c'est le rendu des textures avec un ISO 200. Ici, c'est le rendu avec l'ISO 25600. On voit qu'on a vraiment beaucoup de bruit dans l'image. Et donc, il faut vraiment essayer de garder des valeurs ISO relativement faibles. Dans ce cas-ci, on est proche de l'objet. On a quand même beaucoup d'éléments, mais si vous faites la photogrammétrie d'un bâtiment, si on travaille avec des ISO très élevés, on perd beaucoup d'informations au niveau de l'arrière-plan. Quand on fait du zoom sur les détails, il y a ce bruit qui va empêcher d'utiliser les informations. Et donc voilà, pour l'acquisition en photogrammétrie, ça implique un certain matériel. Donc ici, je vous ai mis l'image d'un Nikon qui a un full frame, c'est pour ça que je l'ai mis, où là, c'est un appareil avec un grand capteur. Nous, on le faisait, mes premières photogrammétries, j'ai pas utilisé de trépied, ça marche bien aussi, mais si on veut vraiment avoir une précision dans le rendu, il faut vraiment prendre le temps de travailler avec un pied. Et c'est important de réduire le nombre de photos. Vous allez le voir, on a vite des gros sets de photos. Si sur une photo, on arrive à capter beaucoup d'informations, ça permet de réduire la quantité des données. On le verra plus loin, on va aussi utiliser des formats de fichiers qui sont assez volumineux et donc il faut prévoir des bonnes capacités de stockage lorsqu'on fait des repartages photos. Et alors, pour éviter toujours ce mouvement, on va parfois utiliser une télécommande, notamment sur un pied comme celui-ci. Je vous le montrerai, il est juste derrière moi. Peut-être que maintenant, il y aura moins. Je vous le montrerai après. Quand on développe tout télescopique, il y a quand même un certain bras de levier. Donc, quand on bouge l'appareil, il y a du mouvement. Et donc, dès qu'on appuie sur le déclencheur, on va faire bouger l'appareil. Donc, on peut utiliser une télécommande pour éviter de produire ce mouvement. L'autre solution, c'est que la plupart des nouveaux appareils, on peut les déclencher à partir d'un smartphone, on se connecte en Wi-Fi, et donc on peut utiliser son smartphone comme déclencheur. Ou alors, ce que moi j'utilise souvent, c'est que je mets un retardateur. Donc je pousse sur le bouton, il attend quelques secondes et puis il déclenche la photo. Sur la partie droite de l'image, ici on va voir quelque chose qui est essentiel en photogrammétrie, c'est ce qui va permettre nos mesures d'étalonnage. Et donc ici, sur ces échelles photogrammétriques, on a des petits logos qui vont faciliter le travail du programme parce qu'il va identifier ces différents points dans l'image et il va justement dans la phase d'alignement que je vous ai expliqué, dans le repositionnement 3D des points de vue, ces petites formes vont faciliter son travail. On va aussi avoir des échelles métriques qui vont
permettre de remettre à l'échelle le modèle, on le verra tout à l'heure, de manière brute, s'il n'y a pas de repère d'échelle, un modèle photogrammétrique n'est pas à l'échelle. Alors, si on veut vraiment avoir une grande précision des couleurs, ce qui est parfois important pour certains objets qu'on va scanner, on peut utiliser ce qu'on appelle un color checker, qui avec des programmes va permettre de recalibrer les photos et d'augmenter la précision du rendu des couleurs. Et puis oui, on peut utiliser différentes techniques de mise en lumière, mais on va voir que ça va, désolé Julien, c'est une réponse qui est peut-être pas ultra précise, mais ça va dépendre. Si on a un objet, on peut essayer de supprimer les ombres avec un éclairage diffus tout autour de l'objet. Certains vont travailler avec un anneau de LED au niveau de l'appareil qui va, pour chaque prise de vue, justement, supprimer les ombres. Mais quand on est sur un bâtiment ou des plus grands éléments, c'est difficile de gérer cet éclairage. Donc là, on va peut-être plus travailler sur le temps de pause. On n'abordera pas ça aujourd'hui, mais il y a aussi toutes des techniques de chambre avec des techniques de polarisation pour pouvoir faire de la photogrammétrie d'éléments brillants. Mais là où on va essayer justement de maîtriser la polarisation pour essayer de supprimer tous les reflets. Moi, c'est des techniques, pour être honnête, que je ne maîtrise pas parce qu'on fait rarement des objets brillants. Mais voilà, si vous faites des objets brillants, sachez qu'il y a moyen de faire des petites boîtes où on va prendre les prises de vue en gérant vraiment très bien la lumière et la polarisation pour supprimer les reflets. Alors, les autres outils qui peuvent être utiles, c'est une des grandes facilités, c'est le drone. Vous en voyez ici, on a des drones de toute taille. Là, je vais peut-être... Ici, je peux vous montrer, on a des petits drones comme ça, mais qui ne font pas de très bonnes photos. Des tout petits drones de moins de 100 grammes. Et puis, on a des drones comme celui-ci, un DJI Phantom 4, qui fait des très bonnes photos. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est la législation. Il faut être vraiment pilote classe 1 pour pouvoir utiliser ce genre de drone si on l'utilise à l'extérieur. À la limite, on peut l'utiliser dans des espaces intérieurs, mais pour aller à l'extérieur, on va vraiment avoir, ou dans des espaces publics, on a besoin d'une licence. Et je ne vais pas faire une formation sur l'utilisation des drones, mais l'espace aérien belge est relativement fort réglementé, et donc c'est parfois compliqué d'avoir certaines autorisations. Je ne sais pas si Mickaël... Ah, je vois que Mickaël Debou est présent aujourd'hui. Je pense que là, sachez que la législation drone va évoluer d'ici peu. Il y a certaines choses qui devraient changer. À voir dans les mois à venir si ça devient moins contraignant d'utiliser un drone. Mais en tout cas, je pense que d'après justement ce que Mickaël m'avait expliqué, c'est sur des catégories de drones un peu plus grandes que celui-ci, mais sur des drones assez légers, qu'on pourrait avoir un allègement de la réglementation. Sur des drones comme celui-ci, je pense que la détention d'une licence restera un paramètre essentiel. Je vois. Voilà, Mickaël me dit en effet, et Mickaël me dit en dessous de 250 grammes. Donc celui-ci, il fait, je crois, 90 grammes. Donc voilà, ce n'est pas des beaucoup plus gros. Donc la législation devrait évoluer et être sans doute plus permissive, d'après ce que je comprends de ce que peut me faire comprendre Mickaël, pour les drones en dessous de 250 grammes. Si jamais Mickaël, je parle de Mickaël Debou du CSTC, qui je pense fait partie d'un groupe de travail sur l'utilisation du drone et qui a donc différentes informations. Si jamais tu veux ajouter quelque chose, Mickaël, n'hésite pas, ou si en fin de présentation, je pourrais te passer la parole si nécessaire. Je repasse à la présentation. Et donc voilà, nous, à un moment, le drone, n'ayant pas de licence, on n'utilise pas en extérieur, et donc on va utiliser des systèmes, plutôt des systèmes avec des perches.
comme celui-ci. Ici, on a une perche qui est portée, donc on va quand même avoir pas mal de mouvements. Ici, on voit qu'on peut avoir des mâts télescopiques où on va déclencher à distance l'appareil photo. On peut avoir des systèmes de faire des prises de vue sur une triple échelle. C'est quelque chose que nous, on a également déjà fait. Ensuite, on a les systèmes qui sont utilisés dans le cinéma comme support de caméra qui peuvent aussi et qui sont aussi utilisés en photogrammétrie. Donc, un des éléments essentiels aussi au niveau de la photogrammétrie, c'est la méthodologie au niveau de la prise de vue. On recommande souvent d'avoir un angle maximum de 30 degrés entre les différentes images et de garantir, ça dépend des documents, un recouvrement entre les photos de 60 à 80%. Donc, il faut vraiment qu'on ait du recouvrement. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, que ces algorithmes vont chercher des points communs entre des photos. Donc, si on n'a pas de recouvrement, on ne peut pas trouver des liens entre les images. Et chose essentielle, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font au début, vu qu'on va trianguler et qu'on va définir la place des caméras sur base de différentes positions, il faut se déplacer. Tourner autour de soi en faisant des photos, ça ne sert pas à grand-chose en photogrammétrie. Il faut toujours se déplacer. On le verra par rapport à différents exemples. Ici, je vous montre la stratégie d'acquisition pour un objet où, voilà, on fait un tour à 360 degrés, on a un angle de 30 degrés entre chaque prise de vue et puis on va placer un angle de 30 degrés et faire des photos de vue plus haute. Ici, vous voyez, dans le bas de l'image, c'est la stratégie que j'ai utilisée pour faire les photos de la pierre qui est, je crois que maintenant je peux me replacer, voilà, comme ça vous pouvez voir la pierre qui est là. Et alors, juste derrière, je vous montre, vous voyez que ce genre de pied, on va pouvoir monter assez haut et que quand on les bouge, voilà, on a du mouvement dans la partie haute. Si je pousse sur le déclencheur, donc si on veut avoir des photos qui sont prises nettes, je vous montre ça. C'était pour la question de l'utilisation de la télécommande. Donc là, vous voyez un schéma pour la prise de vue d'un objet. Et chose essentielle, ici, voilà, pour ces prises de vue-ci, l'exemple qu'on va voir, une centaine de photos, en fonction de la précision qu'on veut avoir, on va prendre un certain nombre de photos, on va se rapprocher du sujet. C'est vraiment en fonction du niveau de détail souhaité. Si on prend une façade, c'est très très important de ne pas avoir des stratégies où on va rayonner à partir de certains points pour prendre des vues. Il faut toujours se déplacer latéralement et puis si on veut avoir les parties hautes, on va déplacer son appareil, mais dès qu'on a des vues hautes, c'est mieux d'utiliser une perche parce que là, on va avoir justement plus d'informations pour effectuer la triangulation. D'expérience, et j'aurais peut-être dû continuer pour que vous puissiez le voir, être très attentif aux angles des bâtiments. On a tendance à faire cette façade-là, à se tourner, faire l'autre façade. Et souvent, on oublie, il faut en photogrammétrie apporter une grande attention à toutes ces articulations. Donc, si vous passez sur un angle, n'hésitez pas à un peu surcharger en photo l'angle en ne dépassant pas les 30 degrés pour qu'il y ait vraiment ce raccord, parce que sinon, on n'a pas assez de points communs entre les deux façades, de vue où on a les deux façades. Et ça, c'est ce qui pose souvent des gros soucis. Alors, on va avoir un modèle photogrammétrique qui va très bien assembler cette façade-là, très bien assembler le pignon, mais qui n'arrivera pas à rejoindre les deux modèles. Et plutôt que d'avoir un modèle cohérent, on va avoir tous des fragments de modèles 3D. Voilà. Monsieur Demeure, peut-on faire tourner l'objet? Eh bien, on pourra en parler. Vous verrez que le souci, quand on fait tourner l'objet, d'ailleurs, j'avais fait un test ici en faisant tourner l'objet. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien fixer l'appareil photo et faire tourner le plateau. La seule chose, c'est que l'appareil photo, il ne capte pas que l'objet.
il capte tout le fond. Et donc, on va avoir des aberrations parce qu'il ne va pas comprendre qu'il est le même fond, mais un objet à l'avant-plan qui est différent. Et donc, si on le fait, on doit utiliser des fonds uniformes, si on veut travailler avec des tables tournantes. Alors, ici, on a vu un objet, on a vu une façade. Si on fait une photogrammétrie d'un espace intérieur, à proscrire, c'est une prise de vue où on se met au centre de la pièce et où on rayonne à 360 degrés. On n'a pas de décalage entre nos prises de vue et donc on n'aura pas un bon rendu. Ce qu'on va souvent faire, c'est on va se mettre dos au mur et on va faire le tour de la pièce. Si vous faites une photogrammétrie intérieure-extérieure, il faut vraiment porter une grande attention au niveau des raccords. Prendre beaucoup d'images, des encadrements de portes pour faire le lien entre les deux, parce que c'est souvent très compliqué. Et on va le voir, souvent on a des problèmes d'exposition. Ça veut dire qu'on va vouloir prendre le détail de la porte, mais si la porte est ouverte, on a un niveau de lumière différent entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il faut vraiment travailler pour donner de la matière nécessaire au programme pour qu'il puisse faire le raccord entre les différentes prises de vue. Petite synthèse, de manière générale, si vous voulez une photogrammétrie de qualité plus élevée, il faudra privilégier des capteurs de plus grande taille. Privilégier une petite ouverture du diaphragme, c'est-à-dire une grande valeur d'ouverture. La valeur d'ouverture, en anglais aperture, vous allez le voir, ici c'est souvent pour ça que sur les appareils, vous avez le mode, ici je vous le montre, hop, est-ce que vous allez le voir? Là, vous avez le petit A qui est réglé sur l'ouverture et comme ça, on peut juste régler l'ouverture et il fait le réglage automatique pour le reste. C'est des réglages d'ouverture. On va privilégier une petite valeur ISO, donc éviter de monter trop haut. C'est parfois difficile. Ici, j'ai dû faire, je n'avais pas suffisamment de lumière, j'ai dû prendre les images avec déjà du 400 et j'avais déjà un peu de grain. Donc, vraiment essayer de rester sur les valeurs les plus basses. Ici, c'est du 200 ISO sur cet appareil ici. Et alors, finalement, un temps de pause suffisant. Et votre temps de pause, il va être défini par ces deux éléments-là. Si vous mettez une petite valeur ISO et une petite ouverture de diaphragme, vous réduisez vous ne réduisez pas la sensibilité, mais vous limitez l'amplification du capteur et vous faites une petite ouverture pour que la lumière passe. Donc, il faut rester, le diaphragme doit rester ouvert plus longtemps. Toujours utiliser un repère pour la mise à l'échelle, c'est vraiment important et à ne pas oublier, ça peut être très embêtant, toujours avoir un repère, que ce soit un mètre, une cible pour pouvoir remettre le modèle à l'échelle. Point essentiel qu'on n'a pas fait nous sur nos premières photogrammétries, c'est d'enregistrer ces images au format RAW, si l'appareil le permet. Sur un appareil comme celui-ci, qui est un petit Lumix, ce pas des appareils qui sont très coûteux. On n'est pas dans de l'appareil photo professionnel, c'est des appareils qui se vendent aujourd'hui, je crois, autour de 500 €. On peut capter en RAW. Le format RAW, en fait, c'est les données brutes issues du capteur, numérisées, mais données brutes issues du capteur qu'on va enregistrer. Et elles n'auront pas encore subi de traitement. Et on va le voir, c'est essentiel pour aller rechercher de l'information. Dans le pré-traitement, avant de lancer les photos dans le programme, on va les traiter pour aller rechercher vraiment de l'information dans les zones d'ombre. Et si on n'a pas pris des photos en format RAW, on ne pourra pas le faire. Alors, ne vous étonnez pas, le format RAW, c'est comme ça qu'on appelle ce type de fichier. Souvent, l'extension de ces fichiers est différente en fonction des appareils. Chez Canon, c'est du CR2, chez Nikon, du NEF, chez Panasonic, comme sur celui-ci, un Lumix, c'est du RW2, Sony du ARW, et ici, je vous montre le DNG. Si on fait du RAW avec ce drone-ci, c'est des images DGN qu'on va obtenir. Alors, on va pouvoir aussi, pour faciliter la reconstruction, et ça facilite beaucoup les choses, mettre des repères sur la scène. On peut mettre des repères de ce type-ci qu'on va placer sur la scène, ou des repères photogrammétriques qui sont ceux que je vous ai montrés sur les petites échelles et qui vont faciliter le travail du programme, qui va identifier clairement ces points et qui va permettre de faire la reconstruction et de bien positionner les différentes caméras.
D'autre part, si on a parfois, on n'arrive pas à réassembler automatiquement toutes les parties d'un modèle, si on a des repères comme ceci, on va pouvoir les pointer dans les images et ça va permettre, on va rajouter des points de contrôle pour aider le programme, l'algorithme à réassembler toutes les données et c'est parfois une aide considérable parce qu'il faut aller chercher la même brique, le même détail, c'est très compliqué. Ici, on voit que dans le processus des algorithmes, ils cherchent des descripteurs. Ici, c'est un descripteur qui est vraiment assez bon. Il y a beaucoup de contraste. Il peut vraiment facilement identifier ce point dans l'image. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir une représentation des couleurs rigoureuse, on va pouvoir utiliser une color chart et appliquer un profil de couleurs aux images qui va corriger les couleurs et la balance des blancs. Et donc voilà, cette phase de calibration, là c'est les enjeux, je vous ai expliqué les enjeux liés à l'acquisition des images. Maintenant, je vais rapidement vous parler des enjeux liés à la calibration des images. Et donc, on va essayer de corriger les données photographiques pour en retirer le plus d'informations. Le premier point, mais qui est dans le programme que je vais vous montrer et dans différents programmes, ça se fait automatiquement, c'est la correction optique. Et ici, j'ai exagéré sur une photo d'un mur en brique. On a une déformation qui est liée à l'objectif et le programme va pouvoir corriger cette déformation. Et ici, quand nous, on prend des photos avec le Lumix, dans le fichier RAW, il y a les paramètres de correction qui sont directement intégrés. Le deuxième point, je viens de vous en parler, c'est la correction colorimétrique, où on va avoir un petit programme qui permet de générer un profil de correction des couleurs. Et donc, c'est des petits color checkers qu'on peut acheter avec un programme en plus. Et on va pouvoir régler sa balance de blanc et aussi différentes couleurs. Ça c'est le point le plus important, c'est la correction de l'exposition. Ici, j'ai montré la même photo. Ici, j'ai une photo sous-exposée. Ici, j'ai une exposition plus ou moins normale et ici, une photo surexposée. Il faut toujours regarder l'histogramme de l'image. Parce qu'en fait, un histogramme, vous avez peut-être, pour ceux qui ont déjà utilisé Photoshop ou sur certains appareils photo, on montre l'histogramme. L'histogramme va, ici à l'extrême gauche, représenter la quantité de pixels noirs dans l'image. Ici, il va vous renseigner la quantité de pixels dans les ombres. Ensuite, au centre, on va avoir tous les tons moyens. Puis, dans la partie de droite, les hautes lumières et puis les blancs. Et on va voir assez logiquement que pour une sous-exposition, on voit qu'on a une surreprésentation des noirs et des ombres, et que dans une surexposition, on va plutôt avoir une surreprésentation des hautes lumières et des blancs. Et donc, on va essayer de recentrer, je dirais, cet histogramme pour en tirer le maximum d'informations. Voici un exemple. Ici, sur une image qui a été prise, on était en contre-jour et donc on a eu on est en surexposition dans le ciel et en sous-exposition sur la façade. On voit qu'en traitant le fichier RAW, on va pouvoir, là c'est tout noir, on envoie ça dans le programme de photogrammétrie, il n'en pourra pas en tirer d'informations. On voit qu'ici, après traitement, on peut retrouver pas mal d'informations. C'est vraiment aussi une étape essentielle au niveau de la prise de vue. Donc voilà, ici vous avez toute une série d'applications payantes qui sont disponibles. Nous, l'exemple que je vais vous montrer, c'est avec Adobe Lightroom. On a aussi d'autres programmes, type Capture One, DxO, Optics Pro ou Luminar 4. Et pour ceux qui le veulent, il y a des applications et des codes libres. Une des applications, c'est RAW Therapy, qui est diffusée sous une licence Free Software GPL. Et alors OpenCV, mais là c'est plutôt des codes qu'on peut utiliser si on développe des applications. Mais là ça devient plus pointu. Je vais aller chercher un set de photos pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici on est dans Lightroom. On est dans la bibliothèque. Ce qu'on va faire, c'est on va importer
les photos. Je vais tout sélectionner et importer. Et donc ici, dans le programme, on importe l'ensemble des images. On voit directement qu'on a des images totalement sous-exposées, d'autres images qui sont surexposées. On va faire rapidement, je ne vais pas faire l'exercice sur toutes les photos, mais je vais vous montrer sur une image comment on peut corriger. Je vais prendre celle-ci. On va aller. Donc ici, on est dans l'onglet Bibliothèque, où là, vous avez toutes vos images. Ensuite, c'est un peu comme avant avec les anciennes pellicules, on passe en développement. Et ici, dans la partie développement, on peut voir l'histogramme et on peut modifier l'exposition pour aller essayer de recentrer la courbe et essayer de retrouver de l'information. Ici, on voit qu'en corrigeant l'exposition, je perds un peu d'informations dans les hautes lumières. Et donc, je peux diminuer les hautes lumières. Et si j'ai des zones d'ombre, ici, c'est plus trop le cas, mais je pourrais augmenter ici. Et ça redonnerait un peu de lumière dans les ombres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger. Ici, je fais voilà, on passe d'une photo comme celle-ci à une photo où on a légèrement corrigé l'exposition et travaillé sur les hautes lumières et les ombres. Et c'est comme ça qu'on va retrouver le plus possible d'informations. Alors, dans tous ces programmes, vous pouvez ici copier les paramètres que vous avez, les réglages que vous avez faits sur une image et puis les appliquer sur d'autres images. Ici, paramètres de développement, je peux coller les paramètres. Si je sélectionne plusieurs images, je vais pouvoir coller mes paramètres sur plusieurs images. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail le fonctionnement de Lightroom, je vous montre le principe. Si jamais vous posez des questions, il y a vraiment énormément de cours en ligne ou de petits sur YouTube. Vous pouvez trouver plein d'infos pour faire avec des prises en main d'une vingtaine de minutes sur des programmes comme Lightroom. Une fois qu'on a corrigé tout son set d'images, on va faire une exportation de ces fichiers dans un dossier. Alors ici, on va avoir toutes des options. Je ne vais même pas les survoler, mais on va choisir le dossier, le nom des fichiers et on va pouvoir choisir le format JPEG, qualité. On peut aussi limiter la taille des fichiers. Ici, je ne vais pas le faire. Et donc, on va exporter ces images. Et comme ça se termine ce processus de pré-traitement. Et alors, je vous montre juste, pour vous montrer, ici, c'est fait automatiquement, mais c'est toutes les options de développement se situent ici. Et alors, voilà, vous avez un onglet ici, correction de l'objectif. Et ici, moi, il note profil d'objectif intégré a été appliqué, donc je n'applique pas d'autres corrections optiques. Et donc, une fois, voilà, on a fait cette courte démonstration, mais en 1h30, c'est pas facile de faire beaucoup plus long de la calibration dans Lightroom. Et ensuite, on va passer dans le programme de photogrammétrie. Là, je vous ai mis le lien qui avait été envoyé par Mickaël Debau la semaine passée, parce qu'il y a une série assez importante de programmes disponibles en matière de photogrammétrie. On ne peut pas tous les voir aujourd'hui. On va en voir deux rapidement aujourd'hui. Une application payante, Capturing Reality, qui fonctionne très très bien, qui est très rapide. Maintenant, si vous voulez tester chez vous, il y a un nouveau système de facturation qui est PPI, Payment Per Input, qui permet de quand même faire tout le processus de photogrammétrie et c'est juste si vous voulez exporter le modèle 3D que vous allez devoir payer. Mais ça vous permet de vous entraîner, de tester le programme. Et si vous voulez travailler sur une version gratuite, il y a l'application qui est aussi assez impressionnante. Je n'ai pas mis le nom, c'est Meshroom, mais que vous allez trouver sur le site alicevision.org. Et donc là où on est c'est aussi un logiciel libre. Ce qui peut être la plus grande limite pour chacun d'entre vous, ça va être l'ordinateur. Alors, c'est une limite et pas une limite. Aujourd'hui,
il y a des ordinateurs qui sont accessibles. Certains vous diront qu'il faut des grosses stations de travail pour faire de la photogrammétrie. C'est vrai pour des très gros modèles, mais pour des plus petits modèles avec des machines accessible, on peut très bien le faire. En tout cas, j'ai repris ici le matériel minimum qui est demandé par le programme Reality Capture. Et donc, ça va être une machine avec 8 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA avec au moins 1 Go de RAM. Et il recommande un processeur 4 cœurs avec 16 Go de RAM et 1 Go de CUDA Core. Ils indiquent aussi que si on n'a pas de carte NVIDIA, on pourra quand même faire tourner l'application et faire l'alignement des images, mais on ne sera pas capable de créer un maillage texturé. Pour ma part, l'exemple que vous allez voir ici, c'est un portable et qui n'est pas inaccessible. C'est un portable qui doit coûter 1000, 1200, 1300 euros. On n'est pas dans des ordinateurs avec des prix énormes. C'est un Intel Core i7. De base, il y avait 8 Go. Un SSD, c'est le disque dur de 128 Go. Et un HDD, ça veut dire un disque dur ancienne génération d'1 Tera avec une carte graphique. J'ai dû vous mettre une carte graphique NVIDIA GeForce GTX. Et donc là, sur la carte graphique, ici, il y a 6 Go. Nous, ce qu'on a fait dans cet ordinateur-ci pour améliorer la vitesse de traitement, c'est on a passé de 8 à 32 Go la RAM et on a remplacé le disque dur HDD par un disque dur SSD de 2 Tera. On produit énormément de données quand on fait de la photogrammétrie. Donc ici, je travaille aussi avec là en l'occurrence un HDD externe de 6 Tera. Rapidement, différence HDD, SSD. SSD, c'est la mémoire, c'est comme sur les cartes qu'on a dans les cartes qu'on a dans les appareils photo. Et c'est des mémoires qui sont beaucoup plus rapides et donc ça va permettre un traitement des données plus rapide. Donc nous voilà, premier exemple dans Reality Capture où on voit que les différentes étapes sont reprises dans le haut du programme. Vous avez le workflow complet. Ensuite, on verra la partie alignement, la partie reconstruction et puis tout le traitement de notre affichage. Dans Reality Capture, on va commencer par cliquer sur le bouton Input pour charger les images. Et là, on va aller chercher toutes les images JPEG qu'on a exportées de Lightroom. Donc, on va se retrouver dans le programme avec ici toutes nos photos qui s'affichent. Et on va pouvoir passer à la phase d'alignement. C'est la phase où vont s'enchaîner tous ces algorithmes qui vont identifier des descripteurs dans les images, faire un matching des images et puis un matching de ces descripteurs pour pouvoir reconstituer une première ébauche du modèle 3D et surtout positionner les caméras. Et donc là, il y a toute une série de paramètres qu'on peut configurer. C'est assez compliqué parce que c'est tous les paramètres qui vont indiquer aux algorithmes comment ça va fonctionner. Moi, pendant tout un temps, je les ai lancés de manière le standard et ça fonctionnait assez bien. Un des éléments qui peut être intéressant, c'est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre ordinateur. On a le Image Overlap. Ici, il est standard sur Medium. Si vous avez peu de recouvrement entre vos photos ou que le système n'arrive pas à tout réassembler, on peut le mettre en Low. Mais évitez de le mettre en High. Ici, High, c'est pas beaucoup mieux. C'est si vraiment on a beaucoup de recouvrement entre les photos qu'on peut le mettre sur cette valeur supérieure. Et donc, ici, dès qu'on a confirmer ces paramètres, on va pouvoir pousser sur le bouton d'alignement des images. Et donc là, on va avoir un processus qui est assez rapide. Sur Reality Capture est vraiment impressionnant parce que ce processus va très très vite. Et vous voyez ici que vous avez une ébauche du modèle qui va apparaître, de notre modèle 3D qui apparaît. Et dans cette partie-ci, c'est là qu'on voit si on a bien pris nos photos. Je vois que sur mon composant, il a réussi
j'avais mis 56 images dans le programme et il a su réaligner 56 images de mon modèle. C'est à ce moment-là, je vais vous le montrer juste après, qu'on va aussi pouvoir pointer des points de contrôle pour donner l'échelle de l'image. Et c'est ensuite qu'on va faire la reconstruction. Donc là, on passe à l'onglet suivant, reconstruction, où là, on peut le lancer en normal detail. Ça donne de très bons résultats. Si on a plusieurs cartes graphiques, on peut choisir la carte graphique qu'on va utiliser. Un élément que je n'ai pas précisé au tout début du programme, dans ce programme Reality Capture, on peut mettre des images, mais on peut aussi charger des scans qu'on a obtenus par laser grammétrie. Une fois qu'on va lancer le processus, il va faire une reconstruction plus précise du modèle. Et voilà, ici, c'est un print screen. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc, on va avoir un modèle fermé, mais qui n'est pas encore texturé. Et donc là, on va pouvoir repasser dans l'onglet Reconstruction pour appliquer la texture. Je vais vous le montrer juste après pour enfin arriver à ce modèle final. Et ici, je vous ai mis une image du modèle obtenu par Reality Capture. C'est un zoom sur le modèle 3D. Vous voyez qu'on arrive à avoir une bonne qualité d'image. Ensuite, on peut, si l'on veut, exporter des orthophotos. C'est des élévations du modèle. Attention, si vous utilisez la version PPI, qui est la version qu'on peut installer gratuitement, vous n'aurez pas accès à ces exportations des orthophotos. Ici, je vous ai rapidement montré la UV Map, on en avait parlé la semaine passée, c'est l'image qui est utilisée pour texturer le modèle. Et ici, c'est Meshroom, mais je vais d'abord vous montrer, on va refaire, parce que j'ai survolé très rapidement le processus, on va le refaire ensemble sur Reality Capture. Donc voilà, quand vous arrivez dans le programme Reality Capture, c'est sur cette fenêtre-ci que vous allez arriver. Vous pouvez dans la partie haute configurer quel type d'affichage. Le premier onglet est intéressant parce que vous avez toute une série de tutoriels et d'explications qui peuvent vous aider à faire de la reconstruction par photogrammétrie et également, je sais, créer une 3D à partir de scans laser. Et vous pouvez suivre des explications, des cours par cet intermédiaire. Ici, je vais mettre un affichage en 2 colonnes standard. Je vais donc pousser sur le bouton Input pour aller chercher mes images. Peut-être que, vu les partages d'écran, je ne suis pas sûr que vous voyez la fenêtre où je vais chercher les images. Sachez que je suis dans un simple explorateur et que je vais chercher les images. Je sélectionne toutes les images de mon dossier où j'ai enregistré, exporté les images traitées dans Lightroom. Et vous pouvez voir que toutes mes images apparaissent à cet endroit-ci. Dans chacune des fenêtres, on peut changer le type d'affichage. Ici, je vais avoir juste des informations en texte. Donc ici, il me note 56 images avec des informations sur les images. Je peux cliquer sur chaque image et avoir vraiment toutes les informations sur la résolution, l'exposition, l'appareil utilisé. Ce n'est pas très important, c'est un programme qui est assez facile à utiliser. Donc là, j'ai importé toutes mes images. Je vais passer à l'alignement et je vais pousser sur alignement des images. Vous allez voir que c'est quelque chose qui ne met pas énormément de temps. Je vais voir s'il va assez rapidement, sinon j'ai la suite. Vous voyez qu'on est déjà à la moitié. Évidemment, le temps de calcul dépend fortement de l'ordinateur que vous allez utiliser. Vous voyez ici 1 minute 30 et j'ai un premier alignement. C'est toujours moi la première fois, j'ai trouvé que c'était assez magique.
Et j'ai ici, vous voyez, c'est cette pierre. Ah, vous voyez sur le petit écran, c'est la pierre que vous pouvez voir ici derrière moi, qui est reconstruite. Ici, c'est la partie du processus qui est relativement rapide. Je vais rapidement vous montrer, c'est à ce moment-ci qu'on peut faire cette fameuse mise à l'échelle. Et donc, c'est ici que sur plusieurs images, je vais donc changer mon affichage en 2 dimensions. Ici, je suis en affichage 3D. Si je veux afficher les photos, je dois passer en affichage 2D. Et c'est ici sur une image que je vais passer dans Alignement sur Control Points et que je vais rajouter le point 0 et le point 1. Je vais aller le rechercher sur une autre image où je peux quand même le voir correctement. Je vais mettre les 2 images l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est les points de contrôle. Ici, je passe en information texte et en dessous de mes images, j'ai les points de contrôle que j'ai créés. Je vais afficher le point de contrôle ici. Comme ça, je peux me placer ici et lui dire, je clique une fois sur le point 0, je reclique ici, il me met le point 0, je clique sur le point 1, je clique sur le point. Là, directement, le programme me propose d'autres images et rechercher une autre image pour en avoir 3. Voilà, ici, privilégier des images qui sont prises depuis des points de vue différents. Ici, je le fais rapidement, on peut vraiment zoomer pour vraiment placer au bon endroit les différents points. Et en repassant en vue texte, ici j'ai quand même un petit défaut, donc je devrais corriger mes positionnements pour choisir une autre image pour être sûr d'avoir le bon rendu, mais je vais vous montrer ici comment on travaille par la suite. Ensuite, on va pouvoir créer une distance. Quand je pousse sur créer une distance, il génère une contrainte, je clique dessus et là je vais lui dire que du point 0 au point 1, j'ai une distance de... Je sais que ma cible fait 10 cm, donc je lui dis 0,1 mètre et je fais un update. Et voilà, vous voyez qu'il a fait un update et qu'il a mis mon modèle à l'échelle. Ici, dans l'exemple, je devrais passer un peu de temps parce que vous voyez que j'ai des erreurs au niveau des pixels. Ce n'est pas énorme, mais j'ai 2 zones où je suis à 2,2 pixels d'erreur. Voilà, là, je vais passer. C'est à la suite de cette étape-ci qu'on va pouvoir relancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction ici en détail normal. Vous pouvez vraiment vous plonger dans tous ces paramètres, ça fonctionne bien sans faire trop de réglages. Parfois, moi, ce que je fais quand j'ai des soucis, je vais de nouveau voir sur des forums pour voir comment on peut optimiser les réglages de chaque algorithme. Ici, je ne vais pas lancer, c'est un processus qui est nettement plus long, la reconstruction, donc je vais ouvrir le fichier que j'ai calculé tout à l'heure. Je ne vais pas sauver celui-là. Voilà. Je vais passer dans cet affichage ici. Et donc, ici, dans ce fichier-ci, il y a une étape qui est déjà faite en plus, que je vais supprimer pour que vous puissiez voir. C'est qu'une fois qu'on a fait la construction, on va obtenir ce modèle-là, sans texture. Vous voyez que je peux tourner autour. Et ici, vous voyez qu'on peut obtenir une assez bonne qualité de rendu au niveau du modèle. Là, je vais vous montrer, je n'avais pas pris assez de photos basses. Et vous voyez comme ici, directement, le modèle est impacté par le fait que je n'avais pas suffisamment de photos. Donc voilà, ça vous montre l'importance d'être bien exhaustif
dans les prises de vue. Et ensuite, on va lancer ici dans reconstruction deux choses. La colorisation, on va donner une couleur au point. Donc, chaque triangle, il y a 3 points, on va donner une couleur au point. Ou alors, on va lancer les textures. Et là, on va donner une texture à chaque triangle. Et donc, ici, c'est finalement un nuage de points avec des informations de couleurs. Et ici, on va voir les textures. C'est aussi un processus qui prend un peu de temps. Ici, je vais vous montrer le résultat. Dans ce cas-ci, on a le nuage de points. Vous allez voir que si je m'approche, ce n'est que des petits points. Vous voyez, il y a un peu de transparence. Vous voyez la transparence. Et on voit qu'on a uniquement des points. Et si je passe ici en mode suite, là, il applique la texture. Et vous voyez qu'on a un assez bon rendu. Ici, c'est une pierre où on a fait des exercices au pôle de greffe et où on a fait des tests de nettoyage. Ce n'est pas un souci de couleur. Il y a vraiment une partie de la pierre qui est nettoyée, on le voit très bien. Et l'autre pas, ici, je peux zoomer sur le plan de fracture. Vous voyez qu'on a des informations assez précises. Et ensuite, ce modèle, vous allez pouvoir ici exporter le modèle sous format OBJ. On en a parlé la semaine passée. Je vous montrerai plus en détail la semaine prochaine ce qu'on peut faire avec l'OBJ. On peut faire des rendus. On peut même faire des vidéos. Et je vous disais, on peut faire des orthophotos, ressortir des élévations. Vu qu'il nous reste un quart d'heure, je vais accélérer. Voilà pour le processus sur Reality Capture. Je vous invite à le tester chez vous. Si vous avez des soucis, vous avez mon email, vous n'hésitez pas et je ferai de mon mieux pour vous aider. Meshroom, je l'utilise beaucoup moins, mais j'avais envie de faire l'exercice. J'ai fait la comparaison après entre les deux modèles pour que vous puissiez voir la différence, mais le système est très très simple. Ici, on va, ici vous ne le voyez sans doute pas, mais j'ouvre une fenêtre pour aller rechercher mes images dans le dossier, comme tout à l'heure, les JPEG qu'on a traités. Et là, je vais simplement sélectionner les images. Je ne vais pas les prendre toutes, c'est juste pour vous montrer le principe. Je vais vous montrer le résultat après. Et je vais les glisser dans la fenêtre du programme. Toujours pas de questions? Non. Et donc, voici tout l'interface du programme Meshroom. J'ai chargé les photos. Et ici, c'est encore plus simple. On a un petit bouton Start qui va lancer. Moi, finalement, ne connaissant pas le programme, j'ai lancé le Start. C'est une procédure qui est beaucoup plus longue pour un modèle plus petit. Et donc ici, dans le bas, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est tous les nouveaux programmes de type procédural où on voit qu'on a tout le process des algorithmes qui est repris dans le bas de l'écran. Et pour chacun, on va pouvoir cliquer et sélectionner notamment les algorithmes. Vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai parlé du système de l'algorithme SIFT pour la définition des descripteurs. Ici, vous voyez qu'on peut choisir différents algorithmes. Il y a toute une série d'études sur le choix de ces algorithmes, mais c'est assez poussé. Moi, souvent, je recherche des infos, mais ici, j'ai lancé le process de manière assez classique et ça a bien fonctionné. Je vais vous montrer le résultat. Hop. Et donc voilà, ici, il a un peu moins bien compris l'orientation du plan. Mais voilà le modèle que j'ai pu sortir. Ici, on voit tous ces points, mais je vais passer sur le meshing. Là, il va me calculer. Vous devez chaque fois pousser sur l'étape du processus pour avoir le rendu à ce moment-là. Je peux, ici, m'affiche les deux, donc je vais, voilà, ici j'ai le maillage qui est exprimé. J'en ai profité pour faire un petit comparatif. Et voilà le résultat que j'ai obtenu dans les deux programmes. On voit qu'il y a une grosse différence, mais je pense que ça ne veut rien dire. Il faudrait vraiment rentrer dans les algorithmes. On voit
que Reality Capture a produit un objet composé de 7 millions de triangles, de 21 millions de vertex. La taille du fichier objet exporté était de 1.15 GB. Donc là, c'est quasi un mauvais exemple parce qu'il faudrait procéder à une décimation. La taille du fichier est vraiment très importante. On voit ici que pour Meshroom, j'ai 500 000 triangles, 1 500 000 vertex. Les triangles, vous voyez bien ce que c'est. Les vertex, c'est tous ces petits points qu'on voit au niveau du rendu. Et j'ai une taille de 57,6 mégas, donc on a une grosse différence de taille. Si on va voir de plus près, voici l'explication. Si j'ouvre dans un programme qui permet d'ouvrir des fichiers objets, OBJ, on va voir qu'ici, on a beaucoup plus de petits triangles et que sur le modèle de Meshroom, on en a beaucoup moins. C'est ça qui va finalement justifier cette différence de taille entre les deux modèles. Donc voilà, on a parcouru très rapidement. C'était de nouveau un sacré enjeu en 1h30. J'espère que ça n'a pas été trop dense. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais relancer mon petit, si je suis embêtant, je vais relancer mon petit sondage de la fin de formation parce que je dois récupérer ces informations. Donc, je vous remercie de le remplir. Si certains ont des questions, je vous écoute. Voilà, je vois pas trop de questions. Donc, je suis rassuré. Personne ne me dit que vous n'avez pas l'air d'être trop assommé. Je sais que c'était très rapide et donc je reste vraiment à votre disposition. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vois qu'il y a peut-être une question. Si on veut faire un test sur un petit objet, combien de photos conseilles-tu pour démarrer? Eh bien, c'est Julien qui pose cette question. Au tout début du fil de la conversation, j'ai mis un lien Dropbox. J'ai oublié de vous le dire, c'est un lien Dropbox avec un set d'images. C'est les 6 images issues du traitement Lightroom. Le set d'images faisait 2 gigas en fichier RAW. Donc, je vous ai partagé un set en fichier JPEG. Comme ça, vous pouvez faire des tests. Mais là, on voit qu'on a une 50aine d'images. Faites des tests avec très peu d'images. C'est parfois étonnant les résultats qu'on peut avoir.